Salut et bienvenue pour cette vidéo bilan sur Steven Universe qui est prévue pour être longue parce qu'il y a pas mal de choses à développer sur cette série qui est assez longue, que je n'ai pas techniquement fini dans l'absolu si on doit compter l'épilogue, le bonus d'après avec le film et la série future. Je ferai ça une autre fois, mais je tiens quand même à faire ce bilan autour de la série pour ce qu'elle raconte intrinsèquement et pas en prenant en compte les bonus d'à côté. Les bonus d'à côté, bon voilà, hein, je verrai ce que ça apporte, je verrai ce que ça renforce, ce que ça rabaisse, on verra bien. Ça dépendra totalement de ce qu'on aura, mais cette série en soi, elle a un début, une fin, elle se conclut, elle a un côté très autosuffisant en soi, et elle mérite qu'on en parle comme ça, un petit peu indépendamment de ce qui se fait après. Donc voilà, 5 saisons de Steven Universe, plus de 150 épisodes de 10 minutes. Donc pas si long que ça, mais voilà, c'était assez long à faire et c'était... une expérience un peu particulière, si j'ose dire. Donc voilà, j'ai pris quelques petites notes, histoire d'avoir une petite idée et de ne pas être complètement paumé dans ce que j'ai à dire. On va commencer par ce qui fait que cette série marche, parce que au bout du compte, lorsque je fais le topo, c'est une série qui me plaît. Est-ce que je la trouve géniale? Non, mais elle me plaît. Elle a suffisamment de bons points pour compenser les mauvais, même si niveau mauvais points, il y en a, hein, on va en parler. Mais pour commencer, en étant dans la joie et la bonne humeur, parlons des bons points. Alors pour commencer, j'aime beaucoup l'univers de Steven Universe qui est mis en place autour donc de ce système de gemmes. Système, hein, je veux dire le régime qui est mis en place, un système de gestion de la société qui diffère totalement du nôtre et comment la Terre s'est un peu imbriquée là-dedans. Comment voilà, ces gemmes qui devaient suivre vraiment une fonction toute désignée à la naissance, se sont trouvées sur Terre pour se trouver un peu elles-mêmes, avoir leur individualité. On met totalement en avant le concept d'individualité autour d'un univers qui est, ma foi, très bien réfléchi, avec vraiment tout un système donc de divers rôles, de hiérarchie, qui est très intéressant quand on s'y penche. Voilà, le Homeworld, le monde des gemmes, et comment il influe sur la Terre, j'ai trouvé ça très intelligent, très intéressant. Et comment il y a des dérives autour de ça. Comment donc on peut vouloir sortir un peu de ce carcan-là. Comment ces différentes gemmes marchent physiologiquement, il y aura des petites choses à dire, mais physiologiquement, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes en termes de recherche graphique. Voilà, visuellement parlant, c'est quand même très intéressant à voir la créativité autour de ça. L'univers que vous créez est très prenant, très original, très créatif et vraiment unique en son genre, hein. Ce qui aide énormément cette série à se démarquer. Voilà. Premier point positif. Deuxième point positif, et je suis tellement content de le compter là-dedans, l'humour. Alors, l'humour n'est pas aussi captivant, aussi frappant que certaines séries vraiment comiques qui font ça mieux, mais pour quelqu'un comme moi, qui s'est tapé je sais pas combien de séries récentes, avec un humour totalement intrusif et gavant par rapport au récit central qu'on veut faire passer, ça a été une bouffée d'air frais. Mais vraiment une bouffée d'air frais de voir un humour non intrusif qui ne partait pas stupidement dans le grotesque pour rabaisser les personnages de façon totalement ridicule et qui ne se mettait pas au travers des choses importantes, donc pas intrusif, une fois de plus je me répète un petit peu, excusez-moi, et qui avait un sens du timing. C'est ça que ça recherchait pas à faire ce qu'essaye de faire la grosse majorité des séries actuelles, j'ai l'impression, c'est-à-dire du choc, de l'animation dégueulasse, où on vous surprend avec nos personnages qui sont mesquins et tout. Non, ça sert à faire du timing. Vraiment, ça veut faire du timing, de la réaction assez drôle, bien ciblée, et qui m'a énormément plu à de nombreux moments. On a un humour réactif qui joue bien sur les personnalités de nos personnages. Et
C'est pas pour dire qu'il est parfait, loin de là, parce que de temps en temps ça tombe un peu à plat, mais ça vient pas tant de l'écriture de l'humour en soi que de l'idée même, le concept même de l'épisode, en règle générale. Quand l'humour tombe à plat, c'est que l'épisode tombe à plat lui-même, et malheureusement ça tombe assez souvent, on y viendra à ça. Donc voilà, quand on n'est pas dans ces épisodes qui tombe à plat, l'humour s'incruste magnifiquement et aide bien à donner de la bonne personnalité à cette série. En parlant de personnalité, une chose que j'ai beaucoup aimé dans les concepts qui sont mis en place autour de l'univers justement, l'idée de fusion. Alors, il y a un petit souci par rapport à ça, j'y viendrai une fois de plus, mais le concept mis en place et comment il a été illustré à de nombreux moments, j'ai adoré. Parce que la fusion, hein, vous connaissez ça depuis Dragon Ball maintenant, pour ceux qui ont à peu près les mêmes références que moi, c'est le principe de regrouper deux personnages en un seul et de donner donc un nouveau personnage qui essaye de montrer les traits des deux personnages-là. Seulement dans Dragon Ball, c'est vraiment un personnage de passage sur lequel on s'étend pas plus que ça, sur lequel on se penche pas en termes de mentalité, de psychologie. Alors, ce qui fait que c'est cool de voir ça dans Dragon Ball, mais c'est pas non plus ultra agrippant en termes de concept. C'est cool pour le combat et un petit peu la créativité visuelle, mais sans aller plus loin que ça. Alors que le concept de fusion va beaucoup plus loin auprès des gemmes. Parce que lorsqu'elles fusionnent, déjà, elles ne forment pas juste une version qui mélange un petit peu les traits de façon fluide comme ça des deux personnages. Non, ça cumule un petit peu leurs attributs. Très souvent, on a une plus grande taille qui représente la version combinée des tailles de nos deux personnages. Ou des fois, on prend en compte le nombre de bras, le nombre de jambes, le nombre d'yeux. Ça fait ça très souvent, quoi. Il y a cette façon d'appuyer un tout nouveau personnage autour de la fusion, que ce soit en termes de design, pour montrer que c'est pas juste une version mash-up de nos deux personnages préexistants. C'est un tout nouveau personnage avec sa personnalité particulière qui découle évidemment des deux personnalités qu'on connaît, et vraiment ça appuie totalement un message, une façon d'illustrer un des thèmes de la série, c'est-à-dire les relations. Parce qu'en plus d'avoir leur personnalité vraiment à part, qui peuvent être très colorées, si on prend un peu le temps de se pencher dessus, ça montre aussi, via donc ce personnage, ce que représente la relation entre les deux personnages de base qui ont fusionné. Et ça rend ça très intéressant, psychologiquement parlant. Parce que ça rend d'autant plus intéressante l'observation qu'on a de la relation qui se noue entre deux personnages via les différentes épreuves qu'ils ont eues, via le contexte un peu particulier, via leur passé, tout ça, avec certains personnages qui sont beaucoup plus mis en avant à cet égard. Bien entendu, on peut parler de Garnet. Garnet qui donc représente une relation amoureuse tellement symbiotique que comment elles vivent leur relation, les deux gemmes de base, elles ne peuvent pas l'envisager autrement qu'ensemble en ne formant qu'une. C'est fusionnel, mais vraiment à tous les sens possibles. C'est très intéressant. Stevonie, donc la fusion entre Steven et Connu, ça montre vraiment à quel point ils se retrouvent dans la mentalité ces deux-là et à quel point ils se complètent. Et c'est quelque chose qui est super bon parce qu'on prend le temps d'appuyer psychologiquement ce que ça veut dire. Ça, dans quelques épisodes surtout, centrés sur Steven et Connie lorsqu'ils forment Stevonie, parce que justement ils découvrent ça. Ils découvrent le principe d'être un à partir de deux personnages. Et oui, mentalement, c'est tellement difficile à s'imaginer en vrai, mais c'est une série qui essaye d'aborder ça, qui essaye d'envisager ce que ça peut faire ressentir. Et ce faisant, ça met en exergue la force des relations qui sont mises en place, qui peuvent être positives à un certain degré, voire un peu négatives pour certaines, comme c'est le cas avec une certaine autre fusion, Malachite. Je vais peut-être me pencher un petit peu là-dessus un peu plus tard. C'est super intéressant. C'est super intéressant psychologiquement ça, d'appuyer à ce point des nouveaux personnages
une approche nouvelle de personnages à part, en même temps que la relation qu'il symbolise. J'ai trouvé ça très, très captivant à voir, et lorsque les épisodes se centraient vraiment là-dessus, c'était parmi les épisodes que je préférais. Ensuite, dans le positif, ça peut vous paraître bizarre, mais je mettrai aussi le sentimentalisme de cette série. Et je sais que ça peut paraître un petit peu péjoratif comme terme, mais j'apprécie énormément que cette série assume jusqu'au bout qu'elle fait dans le sentiment. Voilà, nos personnages n'hésitent pas à dire qu'ils s'aiment, ça n'hésite pas à pleurer, peut-être un petit peu trop à 2-3 moments, mais pour montrer qu'on est ému par quelque chose, ça n'hésite pas à se poser et à mettre en avant ce que nos personnages ressentent, et ça amène à plusieurs moments des passages émotionnels assez forts qui vous font vous attacher particulièrement au personnage. Et ça joue une fois de plus de façon intelligente sur l'univers qui est mis en place, parce que on fait une espèce de contraste, dira-t-on, entre le monde humain, hein, qui est un petit peu typique, entre guillemets, à part quelques exceptions près, qu'on suit, et le monde des gemmes, et comment elles abordent un petit peu les choses, quoi. Et cette façon d'appuyer leurs sentiments de la part des gemmes, ça appuie une fois de plus que grâce à l'influence du monde humain, elles ont été ouvertes à leurs sentiments, ce qui fait qu'elles se lâchent autant qu'elles le veulent pour ça, alors que les humains qui ont pu leur permettre de s'ouvrir à ça sont un petit peu plus fermé, hein, un petit peu plus contenu à ce niveau-là. C'est assez drôle. J'avoue que c'est assez drôle, une fois de plus, de montrer ça, de montrer que ce qui a influencé en bien nos gemmes, nos personnages qui mettent vraiment en avant leurs émotions, c'est majoritairement, pour une bonne partie d'entre elles, le monde humain. Plus ou moins directement, c'est assez drôle, c'est assez drôle. Et voilà, j'apprécie énormément ces moments où on appuie ce qu'on ressent, où on dit clairement, cache ce qu'on pense de telle ou telle personne, pourquoi on aime ci ou ça. C'est quelque chose qui est vraiment rafraîchissant en fait. Sans se restreindre trop. Bon, ça se restreint un petit peu à 2-3 moments que je trouve dommage, mais globalement ça va. Hein, c'est pas... Les petits moments que j'ai à redire sont pas non plus affligeants par rapport à la majorité des moments qui sont très satisfaisants à ce sens-là. Et enfin, pour terminer, le dernier point qui m'a plu, c'est la façon de faire passer les morales progressistes de cette série. Voilà, il y a clairement dans la mise en place, dans l'univers que vous créez, des messages qu'on veut faire passer. C'est évident. Je veux dire, si à un moment donné, si on voit pas ça, c'est qu'on est miro, quoi. on le voit, mais en même temps, c'est pas non plus en pleine gueule. Et c'est ça qui me plaît particulièrement, parce que on utilise un univers très fantastique pour faire un parallèle intéressant avec certaines problématiques sociétales de notre monde réel bien à nous. Alors, ce qui est intéressant, ne serait-ce que par rapport à certaines relations LGBTQ qu'on peut voir, par rapport à certaines de nos gemmes, qu'on peut vaguement faire comme parallèle à certaines catégories sociales chez nous, on montre à travers le personnage de Steven une façon d'embrasser un côté féminin chez lui, de dire voilà, c'est un garçon, et je pense qu'il l'assume totalement. C'est pas quelqu'un je ne me définis pas comme un garçon. Non, non, c'est un garçon, il l'assume. Seulement, il a sa part féminine qu'il assume totalement. Et à aucun moment donné, on prend le temps d'appuyer ça de façon grossière pour dire ah c'est marrant ou pas, ou même pour dire ah vous voyez comme c'est important d'assumer ça. Non, c'est juste il l'assume, on fait avec. Est-ce que ça vous parle ou pas? Et tout de suite, c'est quelque chose qui me plaît.
Vraiment, cette façon de mettre en avant différents courants de pensée progressistes sans en faire des caisses, sans nous faire des morales bien grasses, comme on a malheureusement l'habitude d'en voir un peu dans certaines séries qui veulent faire passer ça. La première qui me vient en tête à ce niveau-là, ça doit être Sense8, que je déteste pas du tout, loin de là, mais c'est très gras et en pleine gueule la façon que ça a de faire passer ses morales, ses messages d'acceptation, tout ça, pour bien dire ah regardez comme ces gens qui nous acceptent pas sont des connards, il faut nous accepter, regardez comme on est comme tout le monde, avec des bons gros discours bien gras et ouais moi je suis de votre côté, je trouve qu'on devrait vous accepter donc vous prêchez un converti et c'est tout ce que vous faites, vous prêchez des convertis. Vous pensez sincèrement que la nouvelle génération ou quelqu'un qui pourrait être un peu fermé à ça va être un tant soit peu touché par ça? Je pense pas, non. Je pense que vous allez surtout mettre d'accord ceux qui sont déjà dans votre camp et braquer ceux qui risquent de ne pas trop l'être directement. Alors qu'un truc comme Steven Universe, ça peut déjà éveiller les plus jeunes qui découvrent ça à ce genre d'acceptation sans, une fois de plus, leur balancer le message directement en pleine gueule. Et peut-être permettre à ceux qui sont un tout petit peu réfractaires de s'ouvrir un peu mieux. Je trouve ça beaucoup mieux, une approche beaucoup plus intelligente de la chose, d'y aller plus finement comme ça. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que je respecte énormément dans cette série. Voilà qui fait un petit peu le tour des points positifs. Bon, je pourrais parler rapidement des scènes d'action qui sont cool, ça dépend quand, mais elles sont pas si nombreuses que ça. Les musiques sont sympas pour une bonne partie d'entre elles. Comptez ça parmi les points positifs, hein, mais c'est pas non plus quelque chose sur lequel je vais m'étendre grandement parce que je ne suis pas, une fois de plus, très mélomane. Et enfin, une bonne partie des personnages m'ont plu, mais ça va être lorsque je vais traiter les tops que vous aurez un aperçu de ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu dans les personnages. Donc, là, les points positifs, c'est fait. Les points négatifs, maintenant! Parce que voilà, hein, pour tout le bien que j'ai à en dire, j'ai aussi beaucoup de mal à en dire de cette série, croyez-le ou non. Et ça, oui, ça rabaisse pas mal la force de la chose, parce que voilà, hein, ce qu'on a vu en positif, c'est très bon pour poser une ambiance, pour poser des émotions, pour poser une atmosphère. Et ça le fait nickel à ce niveau-là. Par contre, il y a le récit en lui-même, comment il est amené, comment il est écrit. Et là, va y avoir des problèmes. Là, il va y avoir des problèmes. Et on va commencer avec le problème qui est, je pense, à l'origine de beaucoup d'autres soucis. Le souci de dosage. Alors, Steven Universe, ça a un fil rouge assez fort autour de nos gemmes de cristal un peu renégates contre un système oppressif des gemmes en règle générale du Homeworld, tout ça alors qu'on est sur Terre, qu'on doit la défendre, tout ça. Globalement, quand on suit cette intrigue-là, à quelques hicks près, c'est bien fait. Le truc, c'est que c'est pas que ça qu'on a. C'est quand même majoritairement une série tranche de vie où on montre comment vit Steven, donc ce personnage né d'une gemme, donc un cas ultra unique à part, comment il vit Steven dans cet univers-là, dans son univers, l'univers de Steven. Oh, c'est incroyable, lien avec le titre. Et il y a un souci de dosage particulièrement gênant par rapport à l'importance que devraient avoir certaines choses et l'importance que devraient en avoir d'autres. Parce que on passe beaucoup trop de temps sur Steven qui se pose, qui a des petites aventures mal fichues, voire pas l'aventure du tout, auprès des personnages de Beach City, l'endroit où ça se passe. Et à côté de ça, ça me dérangerait pas tant que ça si on passait un temps suffisamment acceptable pour développer tout le reste. Ce qui n'est pas le cas. Énormément de choses sont rushées, énormément de choses n'ont pas le temps qu'elles nécessiteraient pour avoir tout le poids, toute la force qu'elles mériteraient. Énormément de concepts dans l'intrigue centrale sont très bons en soi, en termes de base de ce que ça veut faire passer. Je peux parler notamment du cluster. Tout le poids psychologique, le développement qu'on pourrait faire autour de ça, c'est gargantuesque.
gargantuesque, à plus d'un sens, si on connaît un petit peu le truc, quoi. Ce que ça représente, et ça a le strict hyper minimum, au point où ça en devient frustrant, parce que seulement ça, pour le cluster, vu tout ce que ça représente, et à côté de ça, on passe je sais pas combien d'épisodes sur la famille des pizzas, sur Onion, sur Ronaldo, tout ça, tout ça. On passe tellement de temps sur ces personnages à côté qui, de temps en temps, ont des développements qui vont acceptablement, mais qui n'avaient pas besoin d'autant de temps. Alors qu'à côté de ça, énormément de choses avaient besoin de plus de temps. Voilà, ce souci de dosage se ressent particulièrement au fur et à mesure de la série, et ça en est assez gavant. Et ça va de pair avec le souci que ces moments, tranches de vie donc, où on se pose, où on se centre pas sur les choses importantes, souvent c'est de la grosse perte de temps. Et quand je dis perte de temps, c'est pas juste pour dire ça n'apporte rien au scénario. Je veux dire, c'est pas trop grave si on se pose de temps en temps et qu'on réfléchisse, qu'on passe un petit moment tranquille ensemble. Ça aide à appuyer les personnages. Je parle des pertes de temps qui ne font pas évoluer les personnages, qui en termes de récit intrinsèque ne sont pas bien cherchés et ont tendance même à rabaisser nos personnages et leur mentalité en montrant que oui, on ne suit pas un casting des gens très intéressants et qui méritent le temps qu'on leur alloue. Et on a bien 20-25% d'épisodes comme ça, je dirais. Hein, une grosse vingtaine de pourcents d'épisodes comme ça. Et une fois de plus, je ne parle pas des épisodes où on se pose, histoire de se poser pour raconter quelque chose, pour appuyer un petit peu la mentalité des personnages. Ça va, ces épisodes-là. Il y a pas mal d'épisodes dans les moments tranches de vie qui me vont très bien et qui ne gâtent rien en termes de ton. Vraiment, je parle vraiment des épisodes perte de temps, grossiers, ceux dans lesquels l'humour passe le moins parce que le concept de ces récits est mal foutu, malheureusement. Et ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, hein, et je vous cache pas que mon top 3 des pires épisodes, il est là-dedans. Hein. Voilà, je ne vais pas faire de regroupement comme pour Star Butterfly ce coup-ci, mais voilà, mon top 3 des pires épisodes, il sera dans ce cas-là. Parce que, punaise, il n'y a rien de plus irritant de savoir que, d'une part, tu devrais te centrer plus en détail sur des choses importantes qui sont très intéressantes en soi, mais à la place, tu as ça, et qu'en plus, le truc que tu as, c'est de la perte de temps mal réfléchie, mal dégrossie, qui te fait te demander mais qu'est-ce qui vous passe par la tête, connard, pourquoi vous m'emmerdez avec ça, c'est pas du tout ce que je veux voir. Ça devient assez irritant, cette partie-là, quoi. Et oui, ça représente un gros morceau de la série, hein. C'est pas anodin, c'est pas oh de temps en temps on a un petit épisode pourri. Hein. Énormément de séries longues comme ça ont facilement de temps en temps un épisode mal branlé ou quoi que ce soit. Non, c'est pas de temps en temps, c'est régulièrement. Régulièrement, on a des pertes de temps grossières de ce genre-là qui gâchent pas mal le rythme narratif de la chose. Et oui, vraiment, c'est la chose la plus grossière que vous faites et c'est particulièrement dommageable. Surtout qu'en plus de ça, ça vient avec le fait que c'est diffusé dans un ordre très discutable. Parce que alors, je ne sais pas exactement à qui c'est incombé, exactement, hein, je ne vais pas pointer du doigt qui est responsable, les créateurs de la série, Cartoon Network, je m'en fous, hein, au bout du compte, je juge le produit final. Mais n'empêche qu'il y a une gestion des priorités qui est à chier. À chier! Je le dis clairement, j'ai jamais autant été énervé par cette façon de considérer comme anodine l'urgence qui est mise en place. Et ce, dès la saison 2. Hein. Dès la saison 2, on met en place des choses qui devraient être urgences, qui devraient inquiéter nos personnages Steven en tête, et pourtant, durant cette période-là où ce problème urgent est en place, Steven et les autres se disent « Ok,
On vit notre vie, on va passer du temps avec machin et machine, on va s'amuser pendant une petite journée ou plusieurs à faire ci, ça, sans réfléchir à ce qui se passe à côté. Tout le temps. On a droit à des épisodes comme ça. Punaise! Une fois de temps en temps, tu te dis ok, mais là non, quoi. C'est de la parution d'épisodes pourris. Il faut penser à comment vous agencez vos épisodes, comment vous mettez en place vos fils rouges par rapport à ce que vous voulez raconter épisodiquement. Si vous voulez faire de l'épisodique, tranche de vie, cool, très bien, essayez de le faire dans des cadres où ça ne dénote pas avec ce que vous mettez en place dans le non-épisodique, hein, dans ce qui est quand même global, important. Et malheureusement, putain, non, hein, vous faites pas à un niveau où c'en est ultra insultant. Hein. Dès la saison 2, paf, on met en place des tonnes de choses à gérer sur Terre avec le conflit de fin de la saison 1. Et pourtant, on trouve le temps, à je ne sais pas combien de moments, de se poser, de faire le con, de ne pas penser une seule seconde aux urgences en place, alors que ça devrait être la priorité numéro 1 qui devrait inquiéter tout le monde, Steven en premier. Saison 3, pareil. On met en place quelque chose d'assez important à gérer, et pendant une grosse moitié de saison facile, on se dit... Pas grave, hein, on fait notre vie. Hein. Et quand ça nous revient à la gueule, on est surpris. Et putain, vous devriez pas. Vous devriez prévoir ce genre de truc, quoi. Vous devriez pas vous poser comme des cons. C'est ultra énervant, ça. C'est ultra énervant de voir ça. Saison 5, pareil, quoi. Dès les 4 premiers épisodes, on met en place quelque chose d'assez fort. Sur lequel il faudrait réfléchir en détail, quoi. S'investir à fond. Et pourtant, durant 12-14 épisodes après ça, on fait comme si de rien n'était. C'est pas grave, ça se règle tout seul, on fait notre vie tranquille en attendant. C'est tout le temps, on a droit à ça. Et c'est gavant, particulièrement gavant. Ensuite, ensuite, il y a le problème des non-dits. Alors, c'est ce truc qui m'a gavé du début à la fin, qu'on a essayé de justifier de façon ultra foireuse parmi les défenseurs de la série, et ça m'a jamais convaincu une seule seconde, sur le fait que nos personnages savent des choses, mais ne se disent rien. Il y a ce manque de communication particulièrement gavante qui se ressent de la part de tout le monde. Parce que, voilà, le truc, c'est qu'on suit ça d'un point de vue personnel, subjectif de Steven. Steven découvre un petit peu ce monde au fur et à mesure. Seulement, voilà, il a 13 ans quand le film commence, hein, quand la série commence. Et il a vécu avec les gemmes pendant plusieurs années avant. Donc, c'est à 13 ans qu'il commence à s'éveiller, à se poser quelques questions. Et vraiment au compte-gouttes. Il se demande pas avant ses 13 ans qui était sa mère, ce qu'elle a pu faire, etc. etc. Les gemmes se disent pas pendant cette période-là que ce serait cool de leur enseigner un petit peu sur son passé, sans aller trop loin, mais au moins un tout petit peu, petit à petit, non. C'est juste, il faut que quelque chose se présente à elle pour qu'elle se dise, ok, on va peut-être t'en parler Steven pour que tu saches quoi. Chaque putain de fois. Cette façon de mettre en avant les informations au compte-gouttes que nos personnages devraient savoir à l'avance, c'est particulièrement irritant. Et c'est irritant dans des tas d'autres configurations, c'est pas seulement qu'avec Steven. Hein. Par exemple, Améthyste, et c'est donc une gemme qui est apparue un peu plus tardivement parmi nos héroïnes, elle ne sait pas la plupart des trucs que les autres gemmes savaient. Alors que bon, certes, elle est née 500 ans plus tard, mais elle a quand même quelque chose comme 4500, 5000 ans de plus que Steven, quoi. Donc non, à aucun moment donné, elle s'est posé la question. En fait, à aucun moment donné, elle s'est dit qu'elle allait essayer d'évoluer un petit peu durant ces 5000 ans, mais bon, c'est un autre problème, j'y reviendrai un petit peu. Voilà, on lui dit rien. Il y a ces non-dits complètement ridicules et énervants entre nos personnages qui ne sont pas justifiés pour la plupart d'entre eux, à part que il faut pas que nos personnages apprennent tout de suite, sinon le récit n'irait pas au rythme qu'on voudrait. C'est la seule explication. Voilà. Et la seule chose qu'on justifie, c'est le fait que Pearl ne dise pas une certaine chose, parce qu'il y a quelque chose qui scénaristiquement le justifie. En dehors de ça, il n'y a rien qui justifie quoi que ce soit dans les non-dits qu'on a. Absolument rien, à part que par les scénaristes, ils n'y ont pas pensé.
Ou alors ils y ont pensé à l'avance, mais ils se sont dit on va donner ça au compte-gouttes parce que c'est comme ça qu'on va faire notre rythme, et ce qui est de la narration de merde. Parce que vraiment, vous ne donnez pas une seule seconde l'impression que vous y pensez à l'avance à la plupart de vos trucs, hein, à la plupart de vos révélations. Hein. La plupart de vos informations qui viennent aux oreilles de Steven, ça vient comme ça, au fur et à mesure. Et c'est particulièrement gavant quand je m'y repenche, quand je me fais une petite rétrospective de la chose. Le nombre de choses, le nombre de choses qui auraient dû être dites à Steven, et à Métiste aussi en passant, qui ne sont pas dites, c'est affolant. C'est affolant d'inaptitude scénaristique pour moi. Hein. Mais c'est du forçage grossier qui mérite pas mal ça. Ce qui amène donc au dernier point, puisque c'est un petit peu lié tout ça, c'est le fait qu'on ait beaucoup d'éléments scénaristiques foireux qui sont super mal gérés dans cette série. Alors pas tout, évidemment, il y a certains éléments scénaristiques qui sont bien fichus, mais voilà, il y a quand même certaines choses, certaines capacités qui sont mises en place, qui sont développés avec le cul, hein, qui donnent vraiment pas une seule microseconde l'impression que les scénaristes y aient réfléchi sur le long terme, sur le détail, sur comment c'était censé marcher. Ce qui fait que ça devient assez gavant de voir ces éléments être régulièrement mis sur le tapis de façon complètement mal branlée. Alors, totalement mal branlé, quoi. Hein. On sait pas du tout comment ça marche. On utilise ça au petit bonheur la chance quand ça nous arrange, mais les autres fois où ça aurait pu être utilisé, ah, pas grave, on fait comme si ça n'existait pas alors que ça devrait exister, tout ça, tout ça. Énormément de cas comme ça. Hein. Alors, je pourrais faire une liste complète, mais j'ai pas envie de passer 50 ans. Je vais vous faire un petit top 3. Et oui, un top dans un top, c'est parti. Alors, numéro 3, le principe de fusion. Alors, psychologiquement, j'adore, vraiment, hein, j'adore comment ça marche, mais sur le plan technique, c'est du foutage de gueule. Ah mais vraiment, du foutage de gueule bien, hein, parce que au début on dit qu'il doit y avoir une certaine harmonie d'esprit, on met même en place des danses pour bien appuyer que nos gemmes pour fusionner, elles ont besoin d'un petit rituel un peu précis qui appuie bien la force de la chose, en fait non. Non, il n'y a pas besoin de danser, il suffit juste d'être d'accord et d'être un petit peu en harmonie au niveau de l'esprit pour que ça marche. Mais en fait, non. Même en n'étant pas en harmonie de l'esprit, on peut rester fusionné. Ça peut marcher comme ça aussi, quoi. Il suffit juste d'être d'accord pour fusionner, hein. Et voilà, ça passe. Mais en fait, non. Parce que une gemme peut forcer une autre à fusionner avec elle alors qu'elle n'en a pas envie. Il suffit juste que les deux formes holographiques conscientes des gemmes se touchent et qu'une ait suffisamment le désir de faire ça. Mais en fait non. Parce qu'en fait, une gemme qui a été pouffée, c'est-à-dire qui n'est pas en pleine conscience holographique en tout cas, peut fusionner avec quelqu'un si la personne le désire suffisamment fort. Ou si ça se fait dans l'autre sens. Les règles de la fusion, c'est du foutage de gueule, et ça arrange le scénario comme ça veut, sans suivre la moindre logique, les moindres principes qu'on pourrait voir, étonné qu'on n'explique jamais en détail la chose, même si au début on essaye un tout petit peu, et ben voilà, on gère ça au petit bonheur à chance comme on veut. Et c'est de l'écriture de merde, je suis désolé. Ensuite, numéro 2, Lyon. Alors, Lyon finit par avoir une explication satisfaisante à la fin de la saison 5. N'empêche que il arrive comme ça, comme une fleur lors d'une mission. Il suit Steven comme ça, et il a des capacités qui sortent de ses fesses, comme ça arrange le scénario, quoi. Voilà, il sait faire certains trucs, il est en lien avec 17 000 machins, parce que mon cul... Hein, et ouais, même quand on explique un petit peu d'où viennent ses pouvoirs, ça fait quand même grossier, quoi, un peu facile, dans les premières saisons de voir à quel point c'était le fourre-tout magique facile pour que certaines choses avancent. Hein, il était super pratique à un moment donné parce que Lyon, il a cette capacité ultra cheatée de pouvoir se téléporter où il veut tant que c'est pas trop loin. Apparemment, hein, ça a l'air d'être la seule restriction qu'il y a
qui a l'air d'avoir été un peu suivie celle-là, mais voilà quoi, il sait se téléporter où il veut, ce qui est super pratique, hein, on est d'accord. Et ben, à de nombreux moments, alors que ça aurait été super pratique, et ben on va pas l'utiliser Lion pour ça. Parce que ce serait trop simple. Lion peut pas, parce qu'il est pas là et ça arrangerait pas le scénario qu'on a écrit, quoi, voilà. Par exemple, la gestion du personnage foireuse, et au bout du compte, si c'était pas pour la révélation qui arrive au début de saison 5, je vous cache pas que, à quelques détails près, en changeant 3 fois rien dans l'écriture des petits détails, vous auriez pu faire pareil sans Lion, hein. Mais vraiment, hein, s'il n'y avait pas le développement en début de saison 5, Lion, vous auriez pu le virer de là, et vous auriez pu raconter exactement la même chose, quoi. Et ça aurait absolument rien changé. Donc voilà, un foutage de gueule ce truc-là. Hein. Je veux dire, le personnage de lion domestique, il est plutôt mignon en soi. Hein, et oui, l'excuse de merde qu'on va dire, ah mais c'est un chat domestique, donc il fait des trucs et quand il a envie de les faire, c'est ultra facile quoi. Hein. C'est l'excuse de merde, ça, vous m'excuserez, hein, c'est l'excuse de merde. Donc voilà, en soi, en termes d'animal de compagnie, il est mignon. En termes d'outils scénaristiques, on sent vraiment que c'est quand ça vous arrange, quoi. Vraiment quand ça vous arrange. Hein. Et enfin, numéro 1, ça ne surprendra personne, les pourvoirs de Garnet. Ou de Saphir, pour être plus précis. Parce que c'est du foutage de gueule. Mais vraiment du foutage de gueule, des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois ça suit une logique, des fois ça suit une autre logique. Je suis tellement appesanti sur la façon moisie, foireuse dont ça fonctionne, que j'ai même pas envie de m'étendre 50 000 ans là-dessus, quoi. Elle sait voir le futur Garnet Saphir quand le scénario en a envie, selon certaines règles qui changent selon l'épisode. Parce que allez vous faire mettre. Parce que les scénaristes sont des branques à ce niveau-là. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est débile. Et la façon complètement insultante qu'on a de mettre en avant ces pouvoirs qui marchent quand c'est des conneries. Genre, oh, tu vas être en retard pour acheter tes donuts à temps. Oh, je savais que tu aurais besoin de moi pour prédire l'avenir d'un inconnu que tu as rencontré comme ça, parce que c'était important pour toi l'espace d'une seconde, quoi. Ce genre de conneries, ça marche. Par contre, énormément de choses importantes au scénario de développement assez fort, elle ne peut pas le prévoir. Parce que allez vous faire foutre. Voilà, hein, les pouvoirs des gardettes, c'est de la merde, quoi. Et c'est juste pour citer ces pouvoirs de vision du futur. Il n'y a pas que ça, hein. On met en avant un pouvoir, et c'est clair et net dans la saison 1, allez pas me contredire, où elle a cette capacité de dire, de sentir la présence de gemmes, corrompues ou pas, hein, peut-être seulement corrompues, sur la planète et de savoir où les chercher. Sauf quand ça arrange pas le scénario. Allez vous faire foutre. Voilà, hein, sérieusement. Hein. Le pouvoir de Garnet, c'est ça qui me l'a complètement rabaissé dans mon estime, alors que je l'ai trouvé super cool au début, quoi. Si c'était pour lui donner un pouvoir cheaté que vous utilisez avec vos pieds, c'était pas la peine de lui donner ce pouvoir de merde, hein. Vraiment, hein, vous auriez pu tout aussi bien aller vous faire foutre quand vous avez écrit ça. Et donc voilà, hein, comme vous le voyez, hein, c'est vraiment le positif sur l'émotionnel et le négatif sur le scénaristique, l'écriture même des événements qui posent problème. Et ouais, je sais que je suis quelqu'un qui aime, qui accorde beaucoup d'importance au scénario dans une histoire, quoi, et à la façon dont il écrit. J'aime qu'un scénario soit rigoureux, qu'il fasse gaffe à ce qu'il met en place et qu'il s'enchaîne bien. Je vous jure, hein, c'est la chose la plus importante en termes d'écriture dans un film pour moi. Cela dit, est-ce que le scénario est la chose la plus importante dans une œuvre fictive? J'en ai déjà parlé, pour moi le plus important ce sont les personnages et leur développement. Et à ce niveau-là, quand on se centre sur les bons personnages, leur développement est très bon. Vraiment, et ça amène des moments d'émotion qui sont super bons. Et je peux pas nier ça une seconde. Pour moi, ça arrive à compenser les grossièretés d'écriture qui sont loin, très loin d'être anodines, et qui font que c'est une série qui reste bien pour moi. Bien sans plus, mais bien quand même. Hein, devant laquelle j'ai pris pas mal de plaisir hein,
en termes global, hein, même si c'est clair et net que si je me la revois un jour, je sauterai pas mal d'épisodes. Et voilà, on a fait le tour global, maintenant il reste à voir tous les top flops. En règle générale, ça vient beaucoup plus tôt, ça, mais à nouveau, ça va être une longue vidéo. En commençant par les sempiternels arcs, quels sont les meilleurs et pires arcs de cette série? Le meilleur arc pour moi sans conteste, c'est la seconde moitié de la saison 2 sur le développement de Péridot. J'adore ce personnage, sa mentalité et la façon amenée et détaillée qu'il a d'accepter les autres et de devenir une gemme de cristal. C'est quelque chose que je trouve super bien fait et c'est peut-être le seul cas, le seul développement important fil rouge de cette série qui se voit donner tout le temps nécessaire dont il a besoin. Ce qui rend ça particulièrement satisfaisant. C'est vraiment satisfaisant de voir Péridot, qu'on a donc introduit dans la saison 1, ne pas comprendre ce principe, être un petit peu une ennemie d'un moment envers nos gemmes de cristal, finir par être un peu obligé d'œuvrer avec elle pour s'attacher un petit peu à ce qu'elle représente, ce que représente le monde qu'elle protège, et en venir à être prise dans un choix en fait. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis ce monde, l'Homeworld, envers qui j'ai juré allégeance tout ce temps? Ou est-ce que je choisis ce monde qui m'a accueilli, que je trouve intéressant, captivant à un certain degré? Qu'est-ce que je choisis pour qu'elle fasse le bon choix à la fin? C'était quelque chose d'ultra satisfaisant, ça. Le moment final de l'avant-dernier épisode de la saison 2 où elle finit par faire ce choix. C'est le développement le mieux fait au sein du fil rouge que vous avez mis en place autour d'un personnage dont j'adore l'évolution psychologique dans cette partie-là. Et oui, c'est facilement mon arc préféré de cette série. Le pire arc pour moi, c'était un peu difficile à définir exactement parce que voilà, qu'est-ce qui représente un arc exactement? Un arc, c'est pas juste une suite d'épisodes comme ça, plat, en règle générale. Hein. Bon, ce qui est bien avec certaines séries comme Once Upon a Time, c'est que énormément de saisons, c'est vraiment centré sur une problématique qui se règle un petit peu jusqu'au bout. Et donc, tu te dis, voilà, t'as un arc, quoi. C'est super cool. Malheureusement, c'est pas tout le temps le cas. Hein. Il y a certaines séries où c'est pas le cas. Et donc, voilà, là, les arcs de cette série, c'est très disparate. Certains arcs durent sur toute la série, quoi, montrent le développement d'un personnage. Par exemple, je pourrais parler de l'arc de Lars. Voilà, Lars, il a tout un arc techniquement, où on montre que c'est quelqu'un qui est de très fermé, qui accepte pas les autres, qui a du mal à avoir confiance en lui, ce qui fait qu'il est assez irascible envers les autres. Et à la fin, il y a quelque chose de satisfaisant seulement. Voilà, il y a le développement qui aurait mérité d'être mieux géré sur la durée. Personnellement, je me suis déjà un peu penché là-dessus. Voilà, c'est techniquement un arc. Et ouais, si je pars là-dessus, il y a des tonnes d'arcs de personnages particuliers qui sont dispersés au fur et à mesure des épisodes, qui m'ont un petit peu emmerdé, quoi. Hein. Bien entendu, Onion et Ronaldo, hein, je pourrais citer ces deux-là. Mais voilà, c'est un peu de la triche de faire ça. Et donc, j'ai essayé de prendre en compte des arcs qui sautaient sur une durée un peu précise et pas trop longue. Et à ce niveau-là, lorsque j'ai fait un petit peu le topo, le pire arc pour moi, c'était le début. Voilà, c'était l'arc d'acclimatation, de familiarisation de Steven dans la première moitié de la série. Jusqu'à l'épisode 24, en gros, je dirais, peut-être un petit peu plus. Mais voilà, c'est cet arc-là où on apprend un peu à découvrir l'univers, où Steven est encore le newbie qui sait rien faire parmi nos gemmes et qui est un petit peu le garçon qu'on doit protéger et qui sait rien faire, et qui doit apprendre au fur et à mesure de ses aventures à se familiariser avec ce monde et à découvrir diverses choses, tandis que nous-mêmes on se familiarise avec l'univers qu'on met en place. Et c'était très très maladroitement fait, hein. Vraiment, hein. C'était déjà nous balancer in medias res comme ça dans l'action, sans qu'on comprenne rien, avec Steven qui est censé savoir certaines choses, mais il a 13 ans et il n'en sait pas plus que ça, c'est du foutage de gueule une fois de plus. Ça, c'était assez gavant, et voilà quoi, c'était juste
une succession d'aventures comme ça, où on sentait très peu le développement de Steven, alors que ça aurait pu être une phase où on appuyait ça mieux. On appuyait déjà peut-être un petit peu mieux le fait qu'il sache certaines choses, mieux les informations qui nous tomberaient dessus, mais aussi où il assimilerait mieux certaines choses et montrerait un développement plus probant que ce qu'il a eu. Mais tel quel, c'était juste des petites aventures à la con qui se poursuivaient, certaines qui étaient correctes, certaines qui ne l'étaient pas vraiment. C'était ultra disparate, ça allait nulle part et limite on aurait pu sauter tout ça à peu de choses près. Voilà, le début, ça aide vraiment pas à rentrer dedans, quoi. Après, ça a su poser une base qui m'a plu une fois de plus dans cet univers-là, quoi, c'est le côté sentimentalisme. Voilà, le côté sentimentalisme et un peu doux de la chose qui était sympathique, mais en dehors de ça, j'avoue que c'était clairement pas l'intro qui allait me faire avoir la moindre attache particulière envers cette série. Et si ça avait continué sur cette voie-là durant tout le reste de la série, eh ben, j'aurais vraiment pas été très enclin à en dire beaucoup de bien, je vous le cache pas. On va parler donc des personnages, et ce coup-ci, on va avoir beaucoup de catégories. C'est la première fois que j'ai compté autant de catégories, parce que voilà, il y a un univers très riche, peut-être un peu trop riche en matière de personnages, ce qui fait que beaucoup sont un petit peu expédiés et auraient mérité plus de développement. Mais ouais, comme je l'ai dit, c'est plutôt le problème de dosage, hein. Certains auraient mérité d'avoir moins de développement dans les moments tranches de vie et on aurait pu passer plus de temps sur d'autres personnages, mais bon, ça on y viendra. Et donc ouais, on a plusieurs catégories de personnages. J'ai quand même un petit peu de mal à classer tous les personnages qui ne sont pas protagonistes et méchants comme une seule entité des persos secondaires, parce que je trouvais ça abusé pour certains de nos personnages. C'est pour ça que nos personnages secondaires, je les ai un petit peu établis en deux catégories, c'est-à-dire d'une part les habitants de Beach City et d'autre part les gemmes secondaires. Les gemmes d'à côté qui ne font pas partie de nos héros principaux et qui ne luttent pas donc régulièrement à leur côté, ces gemmes-là, je les ai comptées à part. Bon, maintenant que c'est bien clarifié ça, on va se débarrasser du moins intéressant tout de suite. Aucun habitant de Beach City, en dehors de Greg et Connie, n'est particulièrement mirobolant dans sa mentalité, dans son développement, je le dis clairement. Il y a des bonnes idées qui sont là, mais qui sont pas bien gérées, ne serait-ce que Lars une fois de plus. Donc ouais, c'est un peu difficile, j'ai dû faire un choix en me disant ouais, ce qui est le plus marquant. J'aurais pu citer le gang des trois cools, qui était sympathique dans ses interventions, mais ouais, disons qu'ils sont sympas en tant que gang des trois cools, quoi. Individuellement, ils passent sans plus, quoi. Et donc, ouais, par dépit, je me suis dit, allez, meilleure Vidalia. Voilà. Le peu qu'on la voit, et c'est vraiment le peu qu'on la voit parce qu'on la voit pas des masses, elle est cool, elle a de la personnalité, elle se marie bien en termes de caractère avec Améthyste, le peu qu'on la voit. On sent qu'elle a du vécu, qu'elle a une jeunesse en parallèle avec Greg et qui sont bien suivis. Elle est cool, le peu qu'on la voit. Voilà, après, bon, c'est pas non plus ultra développé ou quoi que ce soit, hein, c'est pas un personnage sensationnel, mais ça va, quoi. Hein, et le pire, attendez-vous à une surprise. Ceux qui ont suivi mes vidéos, vous allez pas être surpris sur ce cas-là, je ne supporte pas Onion. Et sachez que ça s'est joué à pas beaucoup avec Ronaldo, qui a un développement désagréable lui aussi, hein. Mais je sais pas trop, quoi. Au moins Ronaldo, on essaye pas tant que ça, un petit peu, mais pas tant que ça, d'appuyer que c'est un personnage auquel on est censé s'attacher. Hein, c'est plus un guignol qu'on essaye de mettre en avant et contrairement à Onion où je trouve que en plus d'en avoir fait un espèce de psychopathe, un psychopathe blague en fait, hein. C'est pas un vrai personnage, c'est une grosse blague. C'est le gamin psychopathe qui fait ses petits crimes, et il adore incendier des trucs, braquer des machins, il adore faire ça et c'est tout le temps traité en blague.
aucune conséquence, on s'en fout, vive la vie, quoi. C'est ça, Onion, la majorité du temps. Ce gamin-là, qui donc est une espèce de psychopathe ambulant traité en blague, on a osé essayer d'avoir un moment émotion autour de lui, quoi. Alors, et rien que pour ça, allez vous faire foutre, quoi. Vous mettez en place un, un putain de gimmick pourri autour de lui, et à côté, vous voulez que j'en ai quelque chose à foutre de sa vie, de ses préoccupations, allez vous faire mettre. Et il est censé représenter une certaine catégorie d'autisme, mais d'après la plupart des gens qui ont commenté, apparemment c'est insultant pour les autistes de le considérer comme tel. Donc je vais pas avoir de la peine pour lui à ce niveau-là. Donc voilà, Onion, personnage de merde. Alors, je compte comme j'aime secondaire à tout ce qui ne fait pas partie donc de notre groupe principal qui lutte tout le temps auprès de Steven. Et donc, ça veut dire que c'est presque tout le monde, sauf Garnet, Pearl et Améthyste. À peu de choses près. Et deux, trois détails près. Je reviendrai un petit peu là-dessus parce que ça risque de vous surprendre pour un certain choix plus tard. Mais voilà quoi. Tout ce qui est gemme secondaire non méchante, il y en a une belle flopée qui m'ont plu, certaines gemmes de passage qui m'ont fait plaisir. En règle générale, les gemmes, contrairement aux habitants de Beach City, j'apprécie la très grande majorité d'entre elles dans ce qu'elles veulent faire passer, et il y a très peu de cas que j'aime pas trop. Voilà, il y en a deux, trois, et donc bien entendu, ce sera parmi celles-là que je vais citer le pire, mais ce ne sera pas un pire sensationnel. En tous les cas, la meilleure à ce niveau-là, qui aurait dû être une gemme principale, mais elle est trop mise en retrait, surtout à partir de la saison 4, pour être considérée comme telle, c'est Peridot. Voilà, comme j'ai dit, j'adore son arc dans la saison 2. Elle devient un perso principal l'espace d'un instant, donc c'est pour ça que j'ai un peu hésité. Mais après coup, c'est vraiment la gemme de soutien qui fait sa vie à côté, qui n'est pas aussi présente que ça. Donc c'est difficile de vraiment la considérer comme une gemme principale. Et telle qu'elle, elle reste très sympathique. J'adore sa personnalité, j'adore sa façon un petit peu de s'énerver facilement et de s'attacher, de prendre le temps de s'attacher à ces gens-là. J'aime le fait qu'elle soit un petit peu mal à l'aise socialement, quoi. Et qu'elle essaye de compenser ça du mieux qu'elle peut au fur et à mesure qu'elle connaît les autres. J'aime beaucoup la personnalité de cette gemme-là. Et vraiment, hein, c'est celle avec laquelle j'aimerais le plus traîner en tant que pote, hein, facilement. Donc voilà, Peridot, ma gemme secondaire préférée, peut-être même ma gemme préférée de la série. C'est difficile à dire, hein, disons que elle n'a pas été suffisamment développée dans les saisons 4 et 5 pour être peut-être aussi forte que ça, mais voilà, toujours aussi génial pour moi. Ensuite, Empire, je n'ai même pas pris la peine de noter son nom exact, il s'agit de la saphir dysfonctionnelle. Voilà, parce qu'il fallait choisir. Je vous cache pas, c'est pas un personnage que je déteste ou quoi que ce soit, mais voilà. Il y a quelques gemmes qui passent pas plus que ça pour moi. Voilà, elles sont là, elles existent et. Et elles ont peut-être un petit gimmick rapide, un peu ennuyeux. Hein. Il y en a certaines qui sont un peu plus gonflantes que d'autres, mais elles sont pas tellement dans cette catégorie-là. Donc voilà quoi, c'est. De toutes les gemmes qu'on a eu l'occasion de voir, il y en a eu beaucoup, une des très rares à m'avoir un tout petit peu agacé parce que c'est une blague en fait. C'est une gemme blague qui fait partie donc des réfugiés du Homeworld et qui a cette particularité de ne prédire que ce qui vient d'arriver. Genre, je prédis un truc, ouais, c'est le truc qu'on a vu il y a 5 secondes, quoi. Alors, c'est marrant la blague une fois répétée une cinquantaine de fois au fur et à mesure qu'elle apparaît. Je vous jure, ça devient vite saoulant. Ça devient vite saoulant et limite, ça aurait pu être cool si elle avait un peu outrepassé ça, vous voyez. Si elle avait appris à sortir de ça et de voir un tout petit peu plus loin que ça, ou si elle avait accepté qu'elle ne voyait plus que ce qui vient de se passer et qu'elle évitait de balancer une fois de plus « Ah, je prédis ce qui vient de se passer !» Mais jusqu'à la fin de la série, c'est ce qu'elle fait. C'est pas drôle, c'est chiant. Voilà, hein, c'est un personnage assez chiant qui fait peut-être marrer la première fois, mais c'est tout quoi. Enfin, après, c'est juste pour dire qu'il n'y avait pas énormément
de compétition à ce niveau-là. Hein. C'est loin d'être un personnage ultra gavant ou quoi que ce soit. Hein. J'en prends 1000 des comme ça face à un Onion ou un Ronaldo, mais voilà, hein, parmi ce qui a été fait en gemme, c'était le moins satisfaisant dans ce qui est non méchant. Parce qu'on va venir tout de suite au méchant. Techniquement, aux antagonistes, il y a cette recherche de la part de la série d'éviter de créer une situation manichéenne à 100%. Voilà, tous les personnages qui sont contre nos héros ne sont pas des méchants pur jus, sauf peut-être Aquamarine. Je sais pas, hein, mais bon, étant donné qu'on la développe pas beaucoup plus que ça, elle a vraiment d'importance que sur 3 épisodes, c'est difficile à dire. En tous les cas, ouais, il n'y a pas eu des masses d'antagonistes mis en avant. Techniquement, Péridot a été une antagoniste d'un moment, mais bon, elle a largement plus été un perso de soutien. Il y a eu donc Jasper, très mis en avant, les 3 Diamonds, Yellow, Blue et White. Il y a eu donc Aquamarine comme je l'ai cité, et les rubis. Voilà, en gros c'est ça, hein, ouais, le commando rubis, ça fait en gros 6 méchants, dont 2 qui sont un peu des méchants de passage, qui n'ont pas non plus énormément de poids. Je les compte quand même, parce que ça me permettra de mettre quelque chose de négatif vraiment dans le pire. Mais voilà quoi, aucun de ces méchants n'était sensationnel, mais il y en a quand même qui étaient bien et qui avaient des moments assez forts. Et donc ça a été un peu difficile de choisir qui était le plus fort. En termes de présence, vraiment, les Diamonds pouvaient avoir quelque chose de vraiment perturbant et étouffant lorsqu'elles étaient là. Le truc, c'est que voilà, c'est lorsqu'elles étaient là. Pas assez souvent, hein, problème de dosage une fois de plus, hein, on les voyait pas assez souvent, et ce qui fait qu'elles n'ont pas eu tout le poids qu'elles auraient dû avoir. Ce qui fait que je leur préfère en termes d'antagonistes vraiment plus poussés plus souvent là, Jasper. Voilà, c'est Jasper, mon antagoniste préféré de cette série, parce qu'elle a vraiment su poser une menace présente sur deux saisons entières, quoi. Hein. Elle arrive à la fin de la saison 1 et elle est là jusqu'à la fin de la saison 3. Et bon, on la voit pas tout le temps évidemment, mais elle est présente, elle joue un rôle de personnage à stopper au début. On la stoppe un petit peu via quelqu'un d'autre, et dans la saison 3, c'est vraiment, elle est dans la nature, de façon un petit peu forcée, mais voilà, elle est dans la nature, et on s'intéresse pas trop à elle pendant un petit moment, mais lorsqu'on la remet en avant, punaise, voilà, c'est important et elle a des moments de confrontation vraiment satisfaisants, surtout à sa fin avec Améthyste et Steven. Et son ressenti envers Rose Quartz, c'est quelque chose d'assez palpable, hein. C'était vraiment bon à ce niveau-là. Après, voilà, c'était pas non plus ultra sensationnel par rapport à certains autres méchants, mais voilà, elle a eu suffisamment de temps pour être très satisfaisante dans ce qu'on voulait faire passer autour d'elle. Cette espèce de fierté, le fait qu'elle soit une sauvage très, très brutale dans l'idée, j'ai beaucoup aimé ça. Tandis qu'à côté de ça, le pire est un petit peu en lien. Si je comptais pas les soldats de passage qui sont présents que quelques épisodes, j'aurais très certainement compté White Empire, White Diamond, parce que voilà, très bon, sa confrontation avec Steven est excellente, mais un manque vraiment désagréable de développement. Et je vous jure, c'est frustrant. C'est frustrant de voir à quel point on a si peu développé ce personnage qu'aurait mérité 1000 fois plus. Surtout dans la résolution, la toute fin de l'épisode final, quoi. Donc voilà. Mais n'empêche que pour le peu qu'on nous montre, ça restait acceptable. Et assez fort l'espace du moment que ça a su bien mettre en exergue. Les personnages d'antagonistes qui m'ont vraiment déplu quand même, c'est le commando Ruby, quoi. Alors, elles sont un peu marrantes en soi, elles ont leur petite personnalité et on sent qu'elles sont pas méchantes, quoi. Elles accomplissent leur mission. Mais leur mission, c'est d'aller un petit peu à l'encontre de ce que veulent nos gemmes de cristal. Donc, il faut un peu les stopper. Le truc avec ça, c'est que on met en avant des conflits, des résolutions grotesques où ce sont des débiles profondes qui acceptent la première connerie qu'on leur propose. Hein. J'en ai déjà parlé, mais voilà, premier épisode où elles apparaissent, elles se font avoir en se faisant proposer un match de baseball.
Parce que voilà, c'est le règlement du coin. C'est comme ça que ça doit marcher. On doit faire un match de baseball. C'est le scénario de comment Space Jam a commencé, quoi. C'est Space Jam. C'est le même type de délire pourri, quoi. Se faire avoir par ce genre de choses. Deuxième réapparition, pareil. Se fait avoir par des conneries, quoi. De la mise en scène foireuse et grotesque. C'est ce qui fait que ces rubis-là perdent tout l'intérêt qu'elles peuvent avoir. Parce que ce sont des débiles profondes qui se font manipuler stupidement. Et dès lors qu'on essaye d'appuyer la menace qu'elles représentent, eh ben, je suis désolé, ça vaut plus rien. Je dis pas une seconde que c'est complètement nul à chier, qu'il n'y a rien à retirer là-dedans. Oui, il y a un passé commun entre une des rubis et Jasper, qui est très intéressant à souligner, surtout par rapport au passé de Rose Quartz. C'est très très intéressant, mais malheureusement, c'est qu'une partie, quoi, une portion de la chose. Et ça aurait dû être toute la chose. Si on avait passé plus de temps sur ça et moins sur les conneries où on se fait manipuler bêtement, eh ben j'aurais pu avoir de l'estime pour elle. Mais non. Et même lors de la réapparition d'une des rubis, bah, je suis désolé, comme si la mise en scène était ridicule, quoi. Chaque fois que les rubis sont remis sur le tapis, ce qui n'est pas non plus très puissant, on les voit que 3 épisodes, on se centre sur elle que sur 3 épisodes, et on le voit rapidement, une d'entre elles, durant 30 secondes de notre épisode. Une fois qu'on se centre sur elle, c'est mal foutu et ça les rabaisse totalement. Alors que sur le papier, ça aurait pu être bon. Mais il fallait qu'on les rende stupides et qu'on force les mises en scène grossières autour d'elles, ce qui fait que les a plombés totalement les personnages pour moi. Bon, on en vient au plus gros morceau, c'est-à-dire les protagonistes. Et là, vous risquez d'être un petit peu surpris par mon choix. Parce que, bon, lorsqu'on considère les protagonistes, on voit tout de suite donc nos gemmes de cristal, c'est-à-dire Garnet, Pearl, Améthyste, Steven. Et très souvent, la plupart des gens comme moi, on va compter Greg et Connie. Greg, donc le père de Steven, et Connie, la copine de Steven, qui participe très activement durant énormément d'épisodes aux aventures, de façon beaucoup plus poussée que Peridot. Elle est là depuis très tôt, quoi, pour soutenir Steven. Donc, moi, comme beaucoup de gens, on considère que Connie fait partie des héroïnes principales. Je pense que ce ne sera pas quelque chose sur lequel beaucoup de gens seront en désaccord. Mais malgré toute cette liste que je viens de citer, eh ben, ça va être aucun de ceux-là mon préféré. Mon protagoniste préféré. Ça peut vous surprendre un petit peu. Parce que bon, si j'avais compté que ceux-là, ça aurait été Pearl, ma préférée. Voilà, j'apprécie énormément son passé autour de Rose, qu'elle essaye de cacher, et les moments émotions qu'elle met en place. Elle sait parfaitement mettre en avant son passé assez trouble et la façon dont elle essaye de s'en sortir à de nombreux moments, ce qui fait qu'on a énormément de peine pour elle et qu'on s'attache beaucoup plus facilement à elle qu'à d'autres. Hein. Vraiment, c'est la plus efficace dans ce que veut faire passer la série, c'est-à-dire le sentimentalisme. Vraiment à fond, à tel point que oui, on a énormément d'affection pour elle, en tout cas personnellement, en comparaison aux autres. Alors comment se fait-il que ce soit pas elle ma préférée? Eh bien parce que, pour ma part, il existe techniquement une autre héroïne, une autre protagoniste qu'on voit pas si souvent que ça, mais qui a une influence sur toute la série pour moi, et qui est très intéressante dans sa mentalité au fur et à mesure qu'on l'appuie, surtout dans les dernières saisons, c'est Rose Quartz. Mon protagoniste préféré, là vous serez peut-être pas forcément d'accord, rien que de dire si c'est vraiment un protagoniste ou pas, mais je vais le dire, je la trouve très fascinante dans sa mentalité, sa psychologie, celle-là. Surtout quand on sait toute l'histoire autour d'elle, d'où elle part et où elle finit, quoi. Je vais éviter de faire des spoilers très poussés, hein, parce que bon, j'ai pas non plus envie de me pencher 50 000 ans là-dessus, sur son passé en détail. Donc voilà, pour qui voudrait découvrir la série plus en détail, si vous ne connaissez pas jusqu'au bout. Mais voilà, j'apprécie énormément ce qui l'a poussé à partir sur cette voie, en fait, la voie de défendre un petit peu ce qui la touche, ce qui lui permet de mettre en avant son individualité à travers donc ces humains qu'elle a appris à connaître sur Terre et comment
tout ceci l'a mis au centre de quelque chose de si grand qu'elle a essayé de bien faire sans être parfaite. Et c'est ça que j'apprécie énormément. Et j'ai lu des commentaires comme quoi Rose Quartz est en fait une sale garce, comment elle a pu faire certaines choses. Et j'ai envie de dire, vous comprenez pas qu'elle est faillible, elle est humaine à un certain degré, si on peut dire. Elle a énormément de choses sur les épaules, et malgré le piédestal sur lequel on l'a mis très tôt dans la série, au début on croit que c'est cette espèce de figure parfaite à suivre, qui s'est sacrifiée pour donner vie à son fils, tout ça, et qui n'a rien à se reprocher, plus ça avance, plus on a mis en avant le fait qu'elle n'était pas si infaillible que ça. Qu'elle avait du mal à gérer certaines choses parce que voilà, c'était une personne avec des sentiments et imparfaite, vraiment imparfaite. Et au fur et à mesure qu'on appuie ces imperfections, ces erreurs de parcours, ces craintes, ce qu'elle n'a pas osé faire, ne serait-ce que par rapport à l'épisode sur Bismuth, dès lors qu'on met ça en avant, ça montre que Rose Quartz était faillible. C'était pas un modèle parfait qui faisait tout de façon juste. Dès lors qu'on met ça en avant, je trouve le personnage de plus en plus fascinant. Je trouve vraiment fascinant, au fur et à mesure des épisodes où on la met en avant, de voir se dérouler tout ce portrait de personnage. Et c'était vraiment quelque chose de très bon à suivre, quoi. Rien que, ne serait-ce que son passé, sur sa rencontre avec Greg, comment elle en vient à considérer les humains autrement que comme des distractions amusantes, entre guillemets, avec des gens qui représentent beaucoup pour elle, mais individuellement des distractions amusantes, comment elle en vient à vouloir faire autre chose, à vouloir devenir autre chose, céder sa place à quelqu'un d'autre, parce que ça représente quelque chose de vraiment fort. Ça appuie tellement sa mentalité, surtout quand on en vient à savoir vraiment tous les détails de son passé, ce que je trouve vraiment bon en fait. Vraiment bon. Et la seule chose que je regrette là-dedans, c'est que on aurait pu en faire plus. Ce qu'on a fait, ça reste très 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 satisfaisant, qu'on soit d'accord, hein. Mais on aurait pu en faire plus, passer encore plus de temps sur son passé avec Greg, sur sa décision de se sacrifier pour donner naissance à Steven, et sur son passé, ce qui l'a amené à mettre en place cette rébellion contre le grand ordre du Homeworld. On aurait pu passer plus de temps là-dessus, ça aurait été encore plus prenant et super. Mais tel quel, ce qu'on nous montre, ça reste vraiment très fascinant psychologiquement. Et plus je m'y penche, plus c'est le personnage qui m'a le plus pris, en fait. Ce qui m'a le plus s'agripper dans son développement au fur et à mesure qu'on le montrait. Hein, et étant donné qu'on fait ce lien assez direct avec Steven sur ce qu'il représente, ce qu'il doit faire, etc., comment il doit s'améliorer par rapport au choix qu'a fait sa mère, je trouve ça très bon. Ça se lie tellement bien à l'histoire de Steven en soi, que ce personnage mérite d'être considéré comme une protagoniste, tellement elle a tout influencé en fait. Tellement elle représente presque tout ce qui est à la base de ce qui forme notre intrigue centrale. Je la trouve tellement bien fichue à ce niveau-là. Ce qui fait que ouais, je ne peux pas ne pas la considérer comme le meilleur protagoniste et peut-être même le meilleur personnage, honnêtement. Voilà, j'hésite entre elle et Péridote, une fois de plus. Mais voilà, je vais dire que c'est elle le meilleur protagoniste pour ça. Vient donc quelque chose qui va être un petit peu plus simple à dire. Aucun de nos protagonistes n'est un mauvais personnage. Je tiens à le préciser, que ce soit clair, il n'y a aucun de nos personnages que je déteste parmi nos héros, héroïnes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas certains qui sont mieux que d'autres. Et donc, pour se pencher sur les deux protagonistes dans la liste que j'ai citée, qui sont parmi le moins bon du lot, c'est assez évident si vous avez suivi mes critiques au détail, enfin mes réactions en détail. Les moins bonnes, c'est pour moi Améthyste et Garnet. Alors, quelle est la pire des deux? C'est difficile à dire parce que j'ai des problèmes avec ces personnages pour des raisons totalement différentes. Améthyste, son côté sans gêne est un petit peu lourdeau sur les bords et l'empêche d'être vraiment très identifiable, en tout cas très
très fin, très subtil dans son développement. Ce qui fait que quand on se centre un petit peu sur ses émotions, son développement mental, psychologique, elle reste attachante suffisamment pour pas en faire un mauvais personnage, mais ça atteint jamais un niveau qui m'émeut énormément. Contrairement à Pearl, par exemple. Voilà, elle a un caractère très brut de décoffrage, pas subtil, qui ne l'aide pas à s'élever très haut, malheureusement, en tant que personnage. Voilà, hein, si je devais citer Améthyste. Le cas de Garnet, c'est très différent parce que elle est très complexe en termes de personnalité. Elle essaye de se montrer forte, mais étant donné que elle doit jouer un petit peu ce rôle de chef et qu'en plus de ça, elle est la représentation d'une fusion, quoi. Ces deux êtres en un seul. Elle a une mentalité très intéressante dès lors qu'on s'y penche. Le gros problème, c'est que elle est gérée avec le cul par rapport à ses pouvoirs, hein. Mais vraiment, quoi. Elle a cette façon complètement moisie de gérer les choses, de dire ah mes pouvoirs marchent, mais pas, je me fais avoir stupidement. Elle se fait tellement chier dessus par les scénaristes qui n'ont absolument aucune idée de comment la gérer en termes de fonction même, qu'elle en perd beaucoup en force. Mais énormément. Alors qu'à côté de ça, elle a une très bonne mentalité qui avait de quoi me plaire énormément. En fait, au début, je vous cache pas, dans les premiers épisodes, c'était ma gemme préférée. Voilà. Mais elle n'a pas été développée de façon très folichonne parce que ses pouvoirs ont été gérés avec le cul. Et ça l'a pas mal plombé, hein, vraiment, énormément plombé. Ce qui fait qu'à la fin, elle reste correcte sans plus pour moi à cause de ça. Alors qu'est-ce qui est le pire là-dedans? Améthyste ou Garnet? J'ai envie de dire que je préfère quand même Garnet parce que le potentiel et la force qui s'en émet de temps en temps, ça reste quand même suffisamment fort à plusieurs moments pour dépasser le ressenti global assez simple qu'Améthyste m'a donné. Donc, ouais quoi, Garnet, j'ai des problèmes, mais je suis quand même beaucoup plus fasciné par elle que par Améthyste. Améthyste, j'ai un petit peu moins de problèmes aussi énormes que Garnet, mais j'arrive pas à être énormément fasciné par elle, même si de temps en temps il y a quelques fulgurances, quoi. Hein, le moment du combat final avec Jasper, c'était un bon moment ça aussi, mais voilà, quoi, ça n'a jamais atteint des hauts sommets. Et donc globalement, ouais, si je dois faire la moyenne, je préfère légèrement Garnet à Améthyste. Améthyste est notre protagoniste que j'apprécie le moins. De pas beaucoup. Ouais. Et une fois de plus, ça ne veut pas dire que je ne l'apprécie pas, je la trouve correcte. Mais voilà, seulement correcte comparé à tout le reste, comparé à Greg et Connie qui sont d'excellents soutiens, qui n'hésitent pas une seule seconde à épauler notre héros et à participer de façon active à l'action. Pearl qui a son passé trouble et qui est vraiment mentalement, psychologiquement excellente. Steven, dont j'apprécie le développement, même s'il est un peu lent et qu'il y a beaucoup de moments que je trouve très bons, du bon niveau, qui met une bonne partie de ses personnages à un niveau assez élevé. Améthyste n'atteint pas ce niveau, et Garnet pas tout à fait non plus. Voilà. Donc ça c'était pour les protagonistes et on va faire une petite catégorie bonus puisqu'il existe donc un cas un peu particulier dans cette série, le cas de la fusion. Et oui quoi, lorsque deux personnages fusionnent, ils créent un nouveau personnage qui est complètement à part de ce qu'ils étaient avant. Et j'ai envie de donner un petit peu de poids à ça en faisant une catégorie spéciale. Quelle est la meilleure et la pire fusion dans Steven Universe? Alors, la meilleure fusion, ça s'est joué entre trois. Voilà, hein, j'avais le choix. Hein. La quasi-totalité des fusions sont satisfaisantes. Visuellement, il y en a quelques-unes qui sont un peu gênantes, mais globalement, mentalement, c'est très satisfaisant pour la plupart d'entre elles. Et ouais, quoi, il y en a trois qui sont plus démarquées. Alors, la première, c'était Steve Oni. Alors, en termes de design, je trouvais que c'était
un bon mélange des traits bien fichu pour Steven et Connie, hein, c'était bien fait et c'est surtout mentalement que ça m'a touché parce que là on voyait ces deux personnages qui découvraient ce que c'était d'être un ensemble comme ça. C'était émotionnellement très poignant. N'empêche que oui, en termes de personnalité pure, je trouve pas que Stephanie en soi soit aussi impactante que d'autres, ne serait-ce que Sardonyx. Là, c'était la deuxième avec laquelle j'ai un petit peu hésité, dont j'apprécie beaucoup le design et la présence. Voilà, elle a un humour un peu décapant, très présentatrice d'émissions télé. Et voilà, et quand elle apparaît, elle a vraiment ce peps qui se ressent bien, qui est assez fort. J'apprécie énormément son design et comment elle manie ses pouvoirs. J'apprécie énormément ça. Après, c'est un personnage qui apparaît de temps en temps, histoire d'eux, et qui n'a pas un poids sensationnel, même si ça essaye d'appuyer un petit peu à un moment donné un des arcs les moins prenants autour de Garnet et Pearl, puisque c'est un peu leur fusion. C'est vrai qu'il y a ça, mais voilà, quoi. Il manque un petit peu de développement en soi en tant que personnage pour être aussi fort que ça. Et donc, c'est ça le truc, quoi. Sardonyx, énorme présence, bonne personnalité, manque de développement psychologique. Stephanie, bon développement psychologique, manque un peu de présence et de personnalité. Voilà. Et on a quelqu'un qui concilie un peu mieux les deux et qui, vraiment, mon personnage préféré de pas beaucoup, ça va peut-être vous surprendre un peu, c'est Malachite. Et ouais, la fusion entre Lazuli et Jasper. Quand je m'y penche, j'apprécie énormément ce que représente cette fusion-là. Ça fait partie des nombreux cas où j'aurais vraiment pas été contre qu'on développe plus ça parce que ça manquait un peu de temps, mais même pour le peu que ça t'ait développé, c'était très fort de voir cette espèce de fusion, relation toxique entre deux personnes qui ne peuvent pas se saquer en fait. Deux personnes qui se considèrent très mal l'une l'autre, mais qui forcent un petit peu, en tout cas d'un côté, il y a une fusion qui se force un petit peu pour essayer de garder une espèce d'emprise sur l'autre. Et ça amène donc psychologiquement quelque chose de très fort, puisqu'on a vraiment une créature qui est mentalement sur le point de craquer, tellement les deux personnalités ne se retrouvent pas. C'était assez bon de voir ça, quoi. On n'arrive pas à avoir une harmonie de l'esprit, donc plutôt que se défusionner comme dans d'autres cas, une fois de plus, hein, les règles de la fusion, allez vous faire foutre, mais plutôt que se défusionner, il y a cette espèce de conflit mental qui se crée. Ça n'arrive pas à avoir une vraie personnalité en soi, cette Malachite. Ce qui rend vraiment ça psychologiquement très intéressant, et visuellement, ben, je trouve que ça pète la classe. Ça montre déjà la grandeur de nos deux personnages, quoi. Quand on voit de leur petite taille jusqu'où elles ont grandi, ça montre déjà quoi l'ampleur de leur puissance lorsqu'on les combine. Et voilà, j'apprécie le fait qu'on n'ait pas fait bêtement une créature bipède, on en fait une créature quadrupède qui est quand même qui garde un côté très fluide, très naturel, que j'aime beaucoup. J'adore son design. Vraiment, j'adore son design. Et j'adore énormément la signification psychologique derrière. Surtout plus tard, lorsqu'on revoit Jasper et Lazuli se retrouver, j'ai trouvé ça très intéressant. Trop rapide, une fois de plus, mais très intéressant. Voilà, donc en termes de présence et de psychologie, ça marie un petit peu mieux la chose, c'est un tout petit peu plus satisfaisant que Sardonyx et Stephanie, mais de pas beaucoup. Hein. Vraiment, j'adore ces trois fusions en particulier. Pour le pire, j'avais pas tant d'embarras de choix que ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fusions qui m'ont énormément déplu ou déçu. Bon, il y en a certaines qui allaient un peu vite, c'est sûr, ou qui m'ont pas énormément marqué, mais en dehors de ça, pas beaucoup déçu. Il y en a vraiment que deux qui sont dégagés un petit peu en termes de déception. C'était Smoky Quartz, juste pour le design. J'ai vraiment du mal avec le design de Smoky Quartz. Hein. Je suis désolé. Hein. La couleur, la façon de mélanger Steven et Améthyste, j'ai du mal. Après, voilà, c'est juste le design.
Le reste, ça va, mentalement, ce que ça représente, la façon dont c'est amené, j'ai quand même beaucoup de satisfaction de ça. Donc, c'est pas non plus énormément ennuyeux, ça. Non, ce qui aura su me déranger réellement un petit peu de façon notable, parce qu'il n'y a pas vraiment de lore par récit derrière, de développement précis derrière, c'est Fluorite. Voilà, quoi. Techniquement, c'est une gemme un peu comme Garnet qui s'est déjà mise en place. Tel quel, je compte pas Garnet dans les fusions parce que techniquement c'est vraiment elle se définit vraiment comme une gemme à part entière qui reste sur le coup, mais et je pourrais faire pareil pour Fluorite techniquement, mais voilà, c'est histoire de la compter quand même parce que je ne comprends pas le délire. On a 6 gemmes qui se sont formées pour créer ça, et c'est une mémé qui s'exprime lentement. Il n'y a pas de sagesse énormément particulière qui en ressort. C'est une chenille géante. Et donc je ne comprends même pas la logique de la formation. Quoi. Quel gemme aurait pu donner ça? Je pige pas en fait. Ça aurait pu être un concept très intéressant. Quoi. On a une fusion de 6 gemmes qui reste comme ça. C'est-à-dire que c'est Garnet mais version triple. Quoi. 6 gemmes ensemble, clac! Et vous en faites rien, vous en faites un gimmick. Un gimmick, pas plus drôle que ça. En termes de concept de fusion, alors, ça a de quoi être super bon, et vous en faites rien, vous en faites ça, quoi. C'est un design pas particulièrement prenant, une personnalité pas satisfaisante. Qu'est-ce que vous voulez que j'en retire à part rien, quoi. C'est de la déception pure, quoi. Vous auriez pu faire beaucoup mieux que ça. Voilà qui fait le topo pour ce qui est top flop personnage. On va terminer avec le top et le flop des épisodes. Vous avez l'habitude. La liste d'épisodes qui m'ont plu et qui m'ont déplu a été assez longue, je vous le cache pas. Donc ça n'a pas forcément été simple de trancher quels étaient mes 3 préférés, mes 3 pires à titre personnel. J'ai fini par donc me faire cette petite liste là. Et avant de commencer ce top 3 des meilleurs épisodes, je tiens à signaler que Monsieur Greg est pas passé loin. Considérez-le comme numéro 4. Hein. Je sais que c'est un préféré des fans, il est pas passé loin pour moi, mais voilà, pas tout à fait aussi fort que ces 3 qui vont suivre. Alors, en numéro 3, l'épisode Le procès de la saison 5. J'ai beaucoup apprécié qu'on mette enfin de façon poussée en avant le lore autour de comment s'organiser vraiment le Homeworld. Comment on gérerait un petit peu la façon dont Steven serait accusé, condamné pour ce qu'il est censé représenter, c'est-à-dire l'incarnation de Rose Quartz et l'acte qu'il a fait. Et on a mis en avant une scène de procès avec aucune fioriture, honnêtement. Vraiment, quoi. Il arrive là, Steven, on met en avant toutes les preuves incriminantes contre lui dans un procès très similaire au nôtre, mais ça c'est un truc dans énormément de fiction, quoi. On fait des procès, c'est très similaire à la façon dont on présente ça nous-mêmes, avec bien entendu quelques variantes, mais voilà, le principe de procès existe dans la plupart des cultures fictives qu'on crée apparemment. Bref, voilà, on met en avant ce procès de façon très forte, très bonne. On a une Zircon qui défend Steven, qui est mon personnage d'une apparition préférée. Voilà, il apparaît qu'un seul épisode ce personnage, mais je l'adore le peu qu'il apparaît. Et voilà, on met en avant quoi tout ce qui incrimine Steven, tout ce qu'il a pu faire, et les gens qui ont quelque chose contre lui, dont en particulier Yellow Diamond et Blue Diamond, par rapport à ce qu'il a fait et ce qu'il leur a enlevé de leur point de vue. Et on pose à la fin quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire les petits problèmes, les incohérences dans le récit qu'on raconte. C'est-à-dire comment Rose Quartz, reconnue comme donc une renégate bien célèbre, a pu approcher comme ça Pink Diamond, qu'elle aurait tué dans un moment très typique de cours d'avocat qui me fait bien triper, j'adorais ça. C'était ultra efficace la façon dont ça a été mis en place tout ça. Et ça m'a agrippé tout l'épisode en me faisant avoir un regain
d'intérêt envers le mystère Rose Quartz qui me semblait un petit peu réglé jusqu'à présent, mais c'était pas aussi simple que ça. J'ai beaucoup aimé ça et c'était très fort. Ensuite, en numéro 2, Dévouement à toute épreuve, saison 2, épisode 6, l'épisode qui a un petit peu lancé le second générique de la série. Après cet épisode-là, on aura un nouveau générique où on mettra plus en avant Steven par rapport aux gemmes. C'est-à-dire qu'on ne le mettra pas à part, il bossera vraiment avec elle en tant que coéquipier. Et en plus de ça, voilà, Connie maintenant, elle sera plus au temps réservé, elle participera à l'action. Et c'est logique de faire ça avec cet épisode parce que c'est l'épisode où Connie a vraiment envie de participer, de se dire ok, le garçon que j'aime, parce que c'est clair et net qu'il y a une relation particulière entre eux, c'est pas juste on est copains, super, non, il y a une relation intime un peu particulière entre eux qui se ressent déjà assez fortement à ce moment-là, qu'ils acceptent totalement. Ça fait partie du truc que j'apprécie beaucoup, quoi, cette façon de dire les choses carrément, quoi, de montrer les sentiments à ce niveau-là. Elle est prête à aller loin pour l'aider et c'est là que Pearl fait un petit peu un parallèle avec elle par rapport à Rose et où on fait quelque chose de tellement bon dans ce simple parallèle en fait. Où Connie est prête à aller loin pour défendre Steven, comme Pearl était prête à le faire avant, où Steven voit que ça va trop loin, il ne faut pas non plus que ça la détruise et qu'elle se considère comme juste l'objet de cette personne. Non, elle doit se considérer au même niveau. Et ça permet aussi à Pearl de revenir sur sa relation avec Rose dans le moment qui m'a sans doute le plus ému de cette série. Ah oui, c'est le moment qui m'a le plus fait chialer dans cette série, quoi. Pearl, elle m'a vraiment fait chialer dans cette série-là. C'était un excellent développement du couple Steven-Connie, de Connie en elle-même, et un très bon retour sur Pearl et sa relation avec Rose qu'on avait déjà montré avant. Excellent épisode, très satisfaisant qui m'a bien touché. Et c'est pas passé loin d'être numéro 1, mais c'est battu de très peu par l'épisode La fusion à l'esprit de la saison 4. Ce qui est assez marrant parce que techniquement je considère que la saison 4 est la moins bonne du lot, mais elle contient le meilleur épisode. À y comprendre quoi des fois. Enfin bref, La fusion à l'esprit, c'est basé une fois de plus sur Steven et Connie. La relation de couple entre eux deux est vraiment très bonne, sincèrement. Et la façon dont leur fusion, leur relation en tant que fusion peut vraiment les aider à aller de l'avant avec ce qui les mine. Un tracas d'un instant dans la vie de Connie qui est mis en avant dans leur session d'entraînement et qui la gêne un petit peu, pour que Steven, une fois qu'il est un peu connu à se mettre en avant dans ces tracas-là et à aller de l'avant, se voit lui-même confronté à ces tracas qui sont beaucoup plus grands. Parce qu'il est mis face aux échecs de ce qu'il a rencontré en fait, par rapport à, une fois de plus, sa mère Rose. C'est aussi un truc qui me plaît, quoi. Ça développe une fois de plus les échecs que Rose a laissés derrière et qui se trimballent une fois de plus. C'est excellent de montrer une fois de plus comment la fusion représente la relation et comment elle l'améliore en fait. Comment deux personnes qui sont là l'une pour l'autre peuvent se permettre d'arranger les tracas de l'autre aussi fort qu'ils puissent être rien qu'en étant là. Et ça le montre de façon très, très jolie en faisant un très beau parallèle avec Garnet. Garnet dans son meilleur niveau, où elle appuie que c'est une fusion et que ça représente tellement pour elle, et étant donné qu'elle se sent vraiment à travers Steven, elle se ressent vraiment à travers Steven, il y a vraiment cette complicité, cette compréhension l'un de l'autre qui est très forte via une des meilleures chansons de la série. Vraiment une très très belle chanson pour comprendre un petit peu ce que l'un apporte à l'autre. Excellent. Un excellent moment d'émotion, de développement interne de personnages autour de Steven et d'appui, une fois de plus, de cette très belle relation qu'il a avec Connie et de la jolie relation qu'il y a au sein de Garnet avec Saphir et Ruby. Excellent épisode et qui bat de pas beaucoup le numéro 2 pour moi, mais voilà, rien qu'avec ça, pour moi, c'est le niveau d'écriture émotionnelle à son pic de la série, en ce qui me concerne. Bon, pour les pires, j'ai eu l'embarras du choix. Ouais,
les épisodes perte de temps à foison. Alors bon, il y en a certains épisodes qui sont pas des pertes de temps, mais c'est de la mauvaise gestion d'éléments scénaristiques, ne serait-ce que le premier épisode où on met en avant le pouvoir de Garnet. Merde quoi, ça aussi. Mais ouais, il y a tellement d'épisodes perte de temps qui m'ont gonflé. Cela dit, il y en a quand même deux qui se démarquaient pas mal. Je savais que c'était là et le premier. Le troisième, ça s'est joué entre plusieurs et je me suis dit, allez, lequel m'a le plus gonflé, lequel m'a fait me sentir comme si on se foutait de ma gueule. Et je pense que cet épisode, c'est la guerre des restos. Il y a la pizzeria et la friterie de Beach City qui se mettent en guerre, en conflit à cause d'une grosse connerie balancée comme ça en début d'épisode. Et j'en ai rien à branler. Mais vraiment rien à branler. C'est histoire de mettre en avant une espèce de mise en scène pourrie, puérile, exagérée, grotesque, autour d'une confrontation ridicule. Histoire d'appuyer, je sais pas, de l'humour, mais c'est ça le truc. L'humour, il est bien quand il suit fluidement quelque chose qui vaut le coup. Quand il suit une grosse connerie, bah, l'humour, il tombe à plat lui aussi. Et voilà, tu suis des personnages dont on n'a rien à branler, dans un conflit dont on n'a rien à branler. Donc, qu'est-ce que t'en retires? Rien. La résolution, il n'y a rien de satisfaisant. Les nombreux remplissages pour faire étirer ça, c'est du foutage de gueule. C'était naze du début à la fin, avec quasiment rien à sauver, quoi. C'est peut-être l'épisode où j'ai le plus de peine pour Ronaldo, c'est de dire, mais en dehors de ça, c'était nul à chier. Ensuite, en numéro 2, puisqu'on parle de Ronaldo, Pierre de Sang. Ou Rocknaldo en VO, hein, je dis les titres français parce que je suis habitué, mais ouais, hein, Rocknaldo, quoi. Hein, c'est un truc qui appuie totalement, mais à fond, le concept de perte de temps, en fait, de la série, mais à un niveau abyssal. C'est-à-dire, non seulement on est dans la saison 4, il y a des choses plus importantes à gérer sans doute que ça, après ce qui vient de se passer, mais on s'en fout, ça, mais c'est pas grave, mais surtout, le fait que on préfère passer tout un épisode sur Ronaldo qui part dans une de ses dernières lubies à la con en se forçant à être une gemme de cristal. Dire, hey, je vais être une gemme de cristal comme vous m'acceptez ou m'acceptez. Il y a Steven qui se dit, ok, on va l'accepter, on doit être ouvert aux autres pour se rendre compte au bout d'un moment que non, quoi. Si c'est un connard fini qui n'apprend aucune leçon, et donc ça sert absolument à rien d'avoir de l'espoir pour lui. Mais à la fin, on veut quand même dire que la vie se poursuit, et il sera toujours un peu l'ami du coin, entre guillemets. Cette histoire de bien appuyer que ça n'a rien apporté du tout. Mais genre du tout. T'as l'impression qu'on te troll là. C'est ça, hein. Et en plus, moi j'ai suivi ça au fur et à mesure directement parce que j'ai regardé cette série un petit moment après que tous les épisodes soient sortis. Mais je me mets à la place du fan de la série. Du fan de la série qui, d'après ce que j'ai entendu parler, a entendu la rumeur comme quoi la créatrice de la série allait dire « Oh, il va y avoir une nouvelle gemme de cristal, vous allez voir, attendez, tout le monde était super excité, il a fallu attendre une semaine d'un épisode de l'autre et ils sont tombés sur cet épisode. Ronaldo Ronaldo qui fait chier le monde. Ronaldo qui s'immisce, qui se force, et qui emmerde, et à la fin on l'envoie chier. Ok. Merci pour rien, allez vous faire mettre, quoi. C'est le summum de la perte de temps, quoi. Le niveau supérieur de la chose. Et si on avait eu des épisodes de cet acabit-là un peu plus fréquemment autour de Ronaldo, ça aurait été facilement le pire personnage de cette série. Et pourtant, ce n'est que mon deuxième pire personnage de la série, parce que le premier a son épisode attitré en numéro 1, il s'agit de Marché de dupes. Je déteste Onion. Je hais ce petit con, la façon pourrie dont il est représenté. Et c'est cet épisode qu'il a introduit de façon claire. Je pense qu'on l'a vu rapidement 2-3 fois avant, histoire de dire qu'il est là, il fait son petit truc bizarroïde de son côté avant. Mais c'est maintenant, c'est cet épisode-là de la saison 1 qui commence
à avoir vraiment l'attention centrée sur lui pour une intrigue débile de foutage de gueule abyssal, où on perd notre temps, où on met en avant juste un gamin psychopathe qui veut forcer Steven à faire certaines choses. Steven qui est à son niveau le plus stupide de cette série. L'une des raisons pour laquelle je n'aime pas cet arc en particulier, l'arc de début de vraiment découverte de Steven, c'est que c'est un gamin stupide qui obéit à n'importe quoi juste pour le plaisir de pouvoir faire ses gamineries, alors que par la suite il essaye de faire un peu plus gaffe quand c'est important, merde. Donc voilà quoi, Steven fait le con pour que Onion puisse faire le con et il fasse le bordel parce que c'est un gros psychopathe. Et à la fin, on fait comme si c'était pas grave. On fait comme si c'était juste une petite aventure comme ça, Onion, continue ta vie. Allez vous faire enculer. Sérieusement, allez vous faire enculer. Si c'est ce que vous voulez raconter, allez vous faire enculer. C'est le genre de choses qui aident vraiment pas à accrocher un tant soit peu à l'univers de Beach City que vous créez. Et encore, c'est pas un truc que j'ai ressenti totalement avant un certain temps ça, parce que c'était vraiment à part. Mais voilà quoi, si pour vous, montrer Beach City, c'est montrer un gimmick de personnage, faire le con et n'avoir absolument aucune répercussion derrière à côté de ça, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde ce genre de truc. Et heureusement qu'on n'est pas tombé ultra fréquemment sur ce genre d'épisode, mais vraiment c'est symptomatique, total à un niveau vraiment maximum de ce que représente la perte de temps dans cette série. Qui avait envie de voir ça ? Non mais je pose la question, même les gens qui n'ont pas détesté cet épisode, est-ce que vous aviez envie particulièrement de voir ça ? De voir un épisode où Steven fait le gamin, il se fait manipuler par un autre gamin psychopathe qui n'a rien retenu de sa leçon et on continue notre vie après. C'est ça que vous voulez voir dans votre série tellement progressiste, qui va tellement loin dans ses propos, tout ça. Parce que je vous jure, hein, ça aide pas du tout. Hein. Ça aide pas du tout. Là, on tombe à peu près dans le même niveau que les épisodes de merde à la Bob l'éponge pourrie qu'il y avait dans Star Butterfly pour moi. Tellement c'est affligeant de nous faire perdre du temps avec ce genre de merde. Mais voilà, on nous a fait perdre du temps avec ça et ça a totalement cimenté le personnage d'Onion comme un gimmick de merde qui m'aura déplu du début à la fin à chacune de ses apparitions. Voilà. Donc ça mérite la première place, hein, rien que pour ça. En tous les cas, voilà qui conclut cette série de vidéos. Ça n'ôte rien. Les mauvais épisodes, qui, il faut le reconnaître, sont des épisodes d'à côté, des épisodes qu'on peut sauter. C'est pas parce qu'on peut les sauter, ces épisodes, qui ne sont pas à prendre en compte dans le produit final, mais on peut les sauter facilement, ceux-là. Alors qu'à côté, les bons épisodes bien fichus se lient en grande majorité au développement central principal de nos personnages et méritent qu'on leur reconnaisse plus d'importance. J'en conviens. N'empêche que, voilà, un plus d'importance, ça ne veut pas dire importance unique à ça, hein, nous sommes d'accord. Les épisodes pourris, il y en a malheureusement pas mal, beaucoup trop. Et c'est franchement dommage, parce que on aurait pu s'en passer de la plupart. Vraiment, la plupart sont totalement dispensables. On aurait pu ne pas les faire directement. C'était du gâchis de talent, du gâchis de papier, du gâchis de tout ce que vous voulez pour plomber le rythme de la série. Et ça, c'est pas anodin. Ça n'aide pas à élever cette série parmi les plus grandes pour moi, clairement pas. N'empêche que je vais quand même retenir majoritairement, surtout s'il y a un de ces cas, je me revois cette série, ce que cette série a bien réussi, c'est-à-dire son développement principal, ses personnages centraux qui, à plus ou moins fort degré, ont un développement intéressant et une psychologie attachante. Toutes ces choses-là, ça vaut quand même quelque chose et je comprends les gens qui sont fans de cette série, vraiment. Je vois ce que vous ressentez de bien là-dedans. Mais je ne pourrai jamais ne pas prendre en compte, passer outre
les à côté discutables et gênants, parce qu'ils sont un peu trop nombreux pour ça. Voilà, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo bilan qui a été très longue. J'ai un petit réveil avec l'heure, c'est pour ça que je regarde ici. Voilà, si c'était long, hein, ça a pris 2 heures de tournage. Je sens qu'elle va être bien longue, la vidéo finale. À très bientôt pour de futures vidéos. Bye!